D'un modèle SIR avec fonction d'incidence généralisée. Voilà, donc c'est un premier pas d'étape que nous avons effectué qui va normalement déboucher sur un contrôle optimal d'un modèle de dengue. D'accord. Alors donc je vais, après avoir fait une petite introduction, je vais énoncer le problème du contrôle optimal, l'existence et la caractérisation du contrôle optimal, et puis vous présenter quelques résultats des simulations numériques et éventuellement conclure et vous dire un certain nombre de perspectives que nous envisageons. D'accord. Alors donc il faut dire que le problème de modélisation des maladies infectieuses date de longtemps. Hier, il y a pas mal de questions qui ont été posées par rapport à, après avoir fait toutes ces démonstrations mathématiques, est-ce qu'on s'approchait des décideurs pour pouvoir faire quelque chose à l'endroit des habitants, ou bien à l'endroit de la population, ou bien à l'endroit de tous ceux qui sont utilisateurs. Donc il y a cette question-là aussi que je me pose tout le temps. Et il faut dire qu'au Burkina Faso, il y a des instituts de recherche tels l'OAS et le Centre Mirage qui collectent des données. Et ces derniers temps, nous sommes confrontés à des problèmes comme la dengue, qui sévit actuellement au Burkina Faso. Et il y a pas mal de données qui sont récoltées par rapport à cela. Il y a le paludisme aussi, où il y a un vaccin aussi qui est développé. Et donc pas mal de données aussi sont collectées par rapport à cela. Donc nous voulons maintenant approcher ces praticiens-là pour voir effectivement, nous faisons des mathématiques. Généralement, on a les modèles, on calcule le R0 et on dit quand est-ce qu'il y a inspection, quand est-ce qu'il y a persistance. Maintenant, le souhait, c'est vraiment approcher ces gens-là pour pouvoir interagir et trouver quelque chose de digeste pour les populations. Alors donc, l'objectif général de ces modèles mathématiques, c'est généralement de comprendre la dynamique des modèles à long terme et d'envisager souvent des stratégies de lutte contre ces maladies-là. Le contrôle optimal est, entre autres, une des méthodes pour trouver de bonnes stratégies et proposer et être une aide à décision pour les décideurs. L'idée principale derrière l'utilisation du contrôle optimal ici est de trouver parmi des stratégies de contrôle la meilleure des stratégies pour pouvoir minimiser, si possible, les infectieux, les susceptibles et éventuellement maximiser les guéris. Alors, donc ici, nous prenons un modèle SIR. Donc le modèle générique a été étudié avec la positivité des variables, les points d'équilibre sont trouvés, les R0, ainsi de suite, toute cette dynamique-là a été faite. Et maintenant, à ce modèle, nous adjoignons une fonction objective, que j'ai noté la fonction J. Et maintenant, c'est maintenant regarder comment minimiser cette fonction objective-là. Alors, il faut dire ici que ce que j'ai écrit en rouge là, le U1, c'est un contrôle qui peut être considéré comme une vaccination sur les susceptibles. Le U2, peut être considéré comme un traitement sur les infectés. Donc, sur le modèle SIR, nous voulons vacciner une certaine proportion de la population et traiter une certaine proportion des infectés. Alors, donc, ce que je dis ici, les fonctions U1 et U2 représentent des stratégies de vaccination et de traitement des différentes populations. Alors, donc, les fonctions de contrôle sont L infini, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de caractérisations que nous faisons et notre espace de contrôle U est défini là. Les constantes C1 et C2, quelqu'un parlait ce matin de ces fonctions coûts-là. Donc ici, c'est des fonctions coûts qui sont associées aux différentes stratégies qui sont la vaccination et le traitement. S, I et R, c'est les susceptibles, les infectés et puis les guéris. Bêta, c'est un taux de recrutement constant, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal d'hypothèses aussi que nous faisons sur le modèle. Ben, ici, l'objectif, c'est de construire un contrôle optimal U1, U2. Sinon, l'étude, l'analyse du modèle a été déjà faite.
Alors, donc, comme je disais, l'analyse du modèle a été déjà faite. Donc, on a l'équilibre sans maladie est donné là quand il n'y a pas de contrôle. L'équilibre est donné. Et l'équilibre endémique aussi est donné quand il n'y a pas de contrôle. Maintenant, quand on adjoint le contrôle, l'équilibre va changer naturellement parce qu'on a agi sur les systèmes. Donc, on a calculé quand il n'y a pas de contrôle le R0. Et effectivement, quand le R0 est plus petit que 1, il y a l'équilibre sans maladie est globalement asymptotiquement stable. Et quand le R0 est supérieur à 1, il y a persistance de la maladie. Et cet équilibre-là aussi est globalement asymptotiquement stable. Alors, quand on met le contrôle, donc, il y a deux contrôles, il y a la vaccination et puis le traitement. Ici, l'un des deux n'est pas nul. Sinon, si les deux sont nuls, on retombe sur l'ancien système. Et maintenant, on dira après, bon, on fera les simulations, on verra, est-ce qu'il faut seulement vacciner la population et regarder comment la maladie se comporte, ou bien est-ce qu'il faut traiter les infectés et regarder comment la maladie se comporte, ou bien est-ce qu'il faut naturellement, comme cela s'est fait, vacciner les non-malades et traiter les malades. Donc, ici, on arrive à montrer qu'effectivement, on peut trouver un contrôle qui minimise notre fonctionnel J. Donc, on utilise pour ce faire le Hamiltonien. Il y a pas mal de calculs qui sont faits et une condition de transversalité que j'ai notée en 8 pour pouvoir déterminer le contrôle que nous avons ici. D'accord? On trouve un contrôle U1 étoile et U2 étoile qui sont donnés par ces formulations-là. D'accord. Alors donc pour la preuve, on dira qu'on va utiliser les Hamiltoniens et le principe du maximum de Pontryagin pour pouvoir déterminer. Tu parles pas trop près. Voilà. Merci. Donc on utilise les Hamiltoniens et le principe du maximum de Pontryagin, ça c'est les Hamiltoniens, pour pouvoir déterminer l'état optimal de nos contrôles. D'accord? C'est en fait la première équation, le 10, le 11 et le 12, qui nous permettent ainsi de déterminer notre contrôle. Alors, pour revenir à... Bon, il y a pas mal de calculs qui sont faits derrière, mais je ne vous présente pas les calculs. Maintenant, je vais peut-être présenter ce qu'on a obtenu avec les simulations. C'est des simulations qui ont été faites avec Python. Et moi, je ne sais pas programmer en Python, hein. C'est les étudiants qui l'ont fait. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a pu obtenir avec ça. Là, ça nous montre la dynamique est susceptible avec les différents aspects du contrôle. Alors, ce qui est en orange, c'est ce qu'on obtient quand il n'y a pas de vaccination. Quand je dis qu'il n'y a pas de vaccination, ça suppose qu'il y a un traitement des infectés au moins. Ce que je conçois par pas de vaccination. D'accord? En bleu, c'est ce qu'il y a quand il y a vaccination et traitement à la fois. Donc, en fait, je mets les trois codes pour pouvoir les comparer. D'accord? Et ce qui est en vert, c'est quand il y a seulement traitement, on ne vaccine pas la population. Naturellement, on voit que quand il y a vaccination, on a plus d'intérêt avec la vaccination parce qu'effectivement, disons, plutôt ça. Quand il n'y a pas de vaccination, il y a beaucoup de susceptibles, beaucoup de personnes qui sont en train d'attraper la maladie, et ça, c'est pas bon. Et maintenant, dans les deux cas où la courbe verte et la courbe bleue, la courbe verte et la courbe bleue, c'est quand il y a vaccination et quand il y a traitement. Naturellement, dans ces deux cas-là, on a moins de personnes qui sont exposées à la maladie. Maintenant, on regarde maintenant les infectés.
Les infectés, quand il n'y a pas de vaccination, naturellement, il y a beaucoup de personnes, vous voyez, la courbe en orange, il y a beaucoup de personnes qui sont infectées. Et maintenant, quand on administre un traitement, ça veut dire vaccination ou traitement, vaccination et traitement, ce qui est en bleu, on a les infectés tendent à carrément à s'annuler, à disparaître. Et pareil aussi quand il y a seulement traitement, mais sans vaccination. Ça veut dire qu'on ne vaccine pas les populations susceptibles, mais on traite seulement que les malades. D'accord? Alors, mais quand on regarde un peu le cas où il y a traitement et les cas où il y a vaccination et traitement, bon, les deux courbes ne sont pas très éloignées. Bon, on ne sait pas trop bien comment expliquer cela. Mais naturellement, les deux tendent vers 0 pour la population d'infectés. Alors, pour les guéris, naturellement, quand il y a traitement, bon, c'est le même type de courbe qu'on remarque aussi d'ici là. D'accord? Bien sûr, quand il n'y a pas de vaccination, on voit que la courbe des guéris, ils sont plus nombreux à guérir, naturellement parce qu'il y a plus de malades. Quand il y a plus de malades, parmi les malades, ceux qui vont guérir, il y a plus de personnes qui vont guérir. Et s'il y a vaccination et traitement, on voit que le nombre de guéris tend vers 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de malades, donc il n'y aura pas de guéris naturellement aussi. Alors, en conclusion, l'idée principale ici, c'est de produire un contrôle optimal des épidémies afin de rechercher parmi les stratégies les plus efficaces pour permettre de réduire le taux d'infection, permettre de réduire les infectés et de réduire les susceptibles et d'augmenter les guéris éventuellement. Nous avons discuté de l'existence du contrôle optimal et définir les conditions nécessaires de premier ordre pour le contrôle optimal, naturellement. Alors, comme ce que je disais dans mon introduction, l'Afrique de l'Ouest en général, et le Burkina en particulier, est en proie à des maladies telles que le paludisme et la dengue. À l'heure actuelle où je vous parle, la dengue sévit fortement. Il y a le palu aussi. Souvent, les populations confondent les deux maladies parce que ça a pratiquement les mêmes symptômes, même si c'est pas... Il faut faire des tests pour pouvoir déterminer si c'est la dengue ou c'est le palu. Il y a les politiques de santé publique qui s'activent pour récolter des données et puis faire souvent des analyses, mais ils ont besoin aussi de travailler avec des modélisateurs, des mathématiciens pour pouvoir prédire quelque chose. Et on a la chance qu'il y a pas mal de centres qui sont à Bobo. À côté de nous, il y a le centre Mirage, l'ancienne OCCGE, je ne sais pas, peut-être que certains connaissent, et l'OAS, l'Organisation Ouest Africaine de Santé, qui récolte pas mal de données, et je pense qu'avec ces gens-là, on pourra faire pas mal de choses. Voilà, merci pour votre attention. Alors, donc, on n'a pas voulu faire des bang-bang ici, d'accord? Je ne sais pas si... Mais ça aussi, c'est des méthodes qui existent dans la littérature. On a vu pas mal qui utilisent ces méthodes-là. Maintenant, l'objectif même puisque c'est de trouver le contrôle U1 et U2 qu'on va injecter dans le système. Je n'ai pas présenté le contrôle, mais le contrôle nous dit combien de pourcents de la population il faut effectivement, puisque c'est entre 0 et 1, c'est un taux, combien de pourcents de la population il faut vacciner pour pouvoir atteindre notre objectif là. Mais combien de pourcents des infectés il faut traiter pour pouvoir atteindre l'objectif. Ce ne serait pas de 100%. Dans ce que nous avons, je pense que le U1 il tourne autour de 0,65 ou je ne sais pas présenter la courbe, mais bon. Ok, merci. Oui, merci pour la question. Je pense que ce n'est pas la première fois que cette question vient. Hein. Toutes les fois qu'on a présenté, le problème de coût est revenu. Je pense qu'on y réfléchit aussi toujours. Effectivement, les moyens sont limités. Ce n'est pas des moyens illimités qu'on va utiliser pour élaborer la stratégie de vaccination ou de traitement. Mais bon, j'avoue qu'on n'y a pas pensé dans ce problème-là.
mais bon, ça peut venir.